Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour. Hop, on voit que les participants se connectent au fur et à mesure. Est-ce qu'une personne dans le chat peut nous dire si on nous voit bien, si on nous entend bien et s'il y a bien une image qui s'affiche webinaire de rentrée, s'il vous plaît? Parfait. Merci beaucoup, Alexandre. On va laisser encore une petite minute pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre et puis après, on va commencer en ce webinaire de rentrée. J'espère que vous avez tous passé un bel été et que la rentrée ne se fait pas avec trop de difficultés, même si le temps n'est plus au beau fixe. Il faut quand même se dire que c'est un peu un renouveau et qu'on est là pour se remettre un peu les idées en place, reposer des questions et c'est dans cette nouvelle énergie et dynamique qu'on organise ce webinaire aujourd'hui avec vous. Donc, on est deux. Il y a moi, désolée, je vais commencer par moi. Donc, moi, je suis Émilie Jacobet-Boisbouvier. Je dirige l'agence Dopamine, qui est une agence social media qui appartient au groupe Big Success, qui est un groupe de publicité. Et j'avais envie ce matin de passer un peu de temps avec vous et avec Anaïs, à qui je laisse l'honneur de se présenter. Enchantée à tous, bonjour. Donc, moi, c'est Anaïs Langlois. Je suis directrice du planning stratégique chez Big depuis maintenant 4-5 ans. Là, ce qui va nous intéresser, et notamment pourquoi j'interviens avec Émilie, c'est que Dopamine est animée par un sujet hyper important qui est le sens, mais qui peut tout dire et rien vouloir dire. Et donc, il était important qu'on remette un peu l'église au centre du village en début justement de rentrée, de présentation aussi, sur ce que veut dire le sens. Et donc, j'ai la chance d'avoir des outils, notamment d'accéder à Kantar TGI pour comprendre un peu mieux ce que les consommateurs attendent, et pas que, bien sûr. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Kantar qui, j'ai vu assister aussi à la réunion. Et donc, j'ai la chance d'accéder à des outils qui me permettent de bien comprendre les cibles, de bien comprendre aussi comment les marques aujourd'hui appréhendent le sens. Et tout ça, bien sûr, au service de la croissance et surtout de ce que va ensuite vous présenter Émilie au cœur des réseaux sociaux, puisque c'est vraiment un sujet qui anime les réseaux et qui nous anime personnellement et professionnellement. Exactement. Donc, en ordre du jour aujourd'hui, il y a 3 points. Le premier point, c'est ce mot valise sur le sens, qui aujourd'hui est un peu un buzzword qu'on utilise à toutes les sauces. Et nous aussi, on l'utilise beaucoup. Donc, c'est savoir aussi ce qu'on veut mettre derrière. Ensuite, une présentation de nous, notre agence Dopamine, avec notre approche qui est un petit peu différente de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché des agences social media, et un peu plus de détails sur notre méthodologie. Et une petite surprise de fin également. Ça, c'est mon petit hameçon pour que vous restiez jusqu'au bout. Ce webinaire est donc enregistré et à la fin de celui-ci, il ne vous sera pas envoyé automatiquement. Je prendrai un peu de temps pour échanger avec chaque personne qui y a assisté pour avoir aussi un feedback. Et si vous êtes intéressé par le replay, évidemment, je vous l'enverrai. Mais vous ne le recevrez pas automatiquement dans vos boîtes mail. Donc, s'il n'arrive pas tout de suite, c'est normal. On y va ? On y va. On va parti. essayer d'être concis et d'avoir la bonne surprise de ne pas prendre toute l'heure pour vous bloquer, pour ne pas vous bloquer surtout. Est-ce que, petite parenthèse, on peut voir le chat pendant qu'on... Voilà, super. N'hésitez pas à poser des questions sur cette première partie. L'idée, comme vous l'avez vu, on va rentrer dans un certain multiverse. Je ne veux pas vous perdre. Je sais qu'il est 9h du matin. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur tous les chiffres, l'approche un peu psychologique aussi du sens là que je vais vous présenter. Et à la fin de ma partie, donc cette partie un peu plus étude, on aura un petit temps de questions-réponses avant qu'Émilie prenne la parole, ce qui nous permet de pouvoir dérouler au fur et à mesure et de ne pas vous perdre. Donc, comme vous l'avez vu, on va rentrer dans un certain multiverse. Et encore, j'ai essayé de faire light parce que le sens, en effet, est employé à toutes les sauces. Ce qui nous intéresse, c'est quel est le sens pour les marques
qu'est-ce que ça veut dire pour des marques et qu'est-ce que ça veut dire pour les consommateurs. Et souvent, il y a déjà une sorte de dichotomie entre les deux. On se rend compte qu'un sens qui anime les marques, on va vouloir faire quelque chose qui a du sens pour le consommateur. Et finalement, le sens qui anime réellement le consommateur n'est pas celui qu'on pense. Donc déjà, parfois, il peut y avoir, on peut viser à côté. Et donc, c'est vraiment important de comprendre ce qui anime les deux parties. Ensuite, on va le voir au travers des générations. Et vous allez le voir, c'est hyper intéressant puisque on se rend compte que le sens d'il y a quelques années, voire plusieurs générations avant cette époque, n'était pas du tout la même, n'était pas du tout perçu et interprété pareil qu'aujourd'hui, n'avait pas du tout les mêmes enjeux. Donc, c'est hyper intéressant aussi de le comprendre, puisque si votre marque cible, par exemple, les jeunes 15-25, on ne va pas du tout leur parler de la même façon. Et si on veut leur envoyer et leur transmettre des messages qui les animent et qui fait du sens pour eux, ça ne va pas du tout être la même chose qu'un message pour des millennials ou qu'un message pour des boomers, par exemple. Donc, on le voit au travers les générations. Et puis ensuite, j'ai une petite partie sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout Émilie ensuite qui va voir cette partie-là. Il faut faire comme ça. Ah oui, d'accord. Merci. Super. Donc, on l'a vu, c'est un mot qui est très galvaudé. Et même moi, j'ai du mal à ne pas l'employer à toutes les sauces. Donc, il faut le prendre avec des pincettes. Quoi qu'il en soit, si on regarde d'un point de vue publicitaire, on voit qu'en 2024-2025, et je n'ai pas regardé sur l'été, on s'est arrêté à juin, donc probablement qu'il y en a un petit peu plus. On a 2248 campagnes originales RSE. Alors attention, ce qui fait du sens n'est pas forcément RSE, mais en tout cas, ce qui est RSE fait du sens. Et donc, sur la RSE, on a quand même pas mal de campagnes originales, c'est-à-dire nouvelles, qui ont déjà été publiées, diffusées en 2024-2025. On a sur cette année-là aussi 493 créations publicitaires, pareil, originales, qui utilisent le terme sens. Et encore une fois, pas toujours avec la même signification. Donc pareil, qu'est-ce qu'on veut dire quand on l'emploie et est-ce qu'on ne l'emploie pas à tort et à travers? Et puis, si on va un step plus loin et qu'on regarde au global, on a plus de 7 milliards de résultats sur Google quand on tape business purpose, donc le sens de la professionnelle, la quête un peu de sens professionnel. Et on voit que c'est quelque chose qui est très tendance, qui grossit et qui devient très important, notamment pour les nouvelles générations qui rentrent sur le marché du travail. La petite anecdote, c'est vous aurez la vidéo quand Émilie vous enverra les éléments. Mais cette vidéo, c'est une publicité de la cohésion sociale qu'on ne va pas vous montrer là, mais juste pour vous dire que la façon dont il communique, c'est pareil qu'exercer un métier qui a du sens libère des endorphines. Donc en plus, on va avoir parfois des enjeux presque de santé, des enjeux pathologique presque sur le fait d'exercer quelque chose qui a du sens et s'épanouir à travers le sens. Donc, en tout cas, c'est un mot qui grossit, qu'on utilise tout le temps, comme le disait Émilie, un buzzword qui, parce qu'on l'utilise beaucoup, aujourd'hui devient peu crédible, on ne l'écoute plus, alors qu'il fait tout son sens, sans jeu de mots. Il faut que je fasse attention à ne pas tomber dans mes travers d'utilisation. Mais on perd en crédibilité à l'utilisation de ce mot. Déjà, on sait que tout ce qui va être greenwashing est déjà très connu. Ça, je ne vous l'apprends pas. 68% des consommateurs perçoivent des mots comme green, RSE, sustainable, déjà trop galvaudés, trop utilisés aussi, et qui justement manquent de substance et de sens finalement derrière, trop opportun pour les marques. Et surtout, le chiffre que je trouve assez dingue, c'est de voir que dans notre secteur, on a 88% des décideurs B2B, dans le milieu notamment marketing, qui considèrent que l'usage excessif de mots qui sont dans la sphère sémantique du sens diminue la crédibilité de leur marque. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, mais peut-être en effet différemment et d'une façon plus approfondie. Mais le chiffre est quand même assez dingue. Pardon, toujours pas. Voilà. Ce qu'on attend aujourd'hui de marques et des marques, alors les consommateurs en attendent beaucoup. Il y a une exigence qui augmente de toute façon d'année en année sur tous les critères, tous les attributs de marque. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut plus dire aujourd'hui en tant que marque qu'on va apporter du sens
sociétale, écologique, professionnelle, si derrière, on n'a pas des preuves factuelles, des actions qui prouvent ça. Aujourd'hui, certes, on continue à faire du storytelling et c'est très bien parce qu'on a besoin d'embarquer émotionnellement. En revanche, on sait aussi que les consommateurs aujourd'hui attendent du story doing et des preuves, du coup, des actions qui vont dans le sens de ce qu'on proclame aujourd'hui comme engagement. Donc pareil, je vous ai mis quelques chiffres, 76% des marketeurs estiment que leur entreprise a un but défini, donc un vrai sens, une vraie mission. Par contre, en termes de plan d'action, on a seulement 10% qui disent avoir un plan d'action pour mettre en œuvre justement ce purpose. Donc, c'est quand même très peu. Et nous, c'est d'ailleurs en ça que Dopamine met en action tout ce qui va être la raison d'être et la trouve d'ailleurs. Et 73% des consommateurs attendent que les marques traduisent leurs valeurs en actes concrets, pas seulement en communication. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire le proclamer, mais ça veut dire le proclamer avec derrière des preuves, des RTB, en jargon publicitaire, on parle de RTB, mais c'est vraiment essentiel aujourd'hui pour avoir de la crédibilité, être cru et générer de la confiance, et pas uniquement que de l'émotion. Il ne faut pas que ce soit une coquille vide, c'est vraiment essentiel. Qu'est-ce que veut dire le sens aujourd'hui? Parce que là, on dit que le buzzword décrédibilisé, etc. Mais qu'est-ce qu'on en dit derrière? Nous, la façon dont on perçoit et dont on interprète le sens est vraiment un alignement. On n'est pas, encore une fois, que dans le RSE, puisqu'on peut tout à fait trouver du sens pour une marque auprès de ses consommateurs sans forcément avoir des actions RSE ou un engagement RSE très fort. Ça peut être un sens sociétal qui peut être beaucoup plus de l'ordre de la consommation, des tendances actuelles, etc. Mais par contre, ça doit vraiment résonner au cœur des consommateurs. Et comment? C'est justement en faisant ce lien entre ce que la marque est, donc si je le transpose à la marque, entre ce que la marque est, ce que la marque fait, donc en termes d'action. Et là, il y a besoin d'une cohérence absolue, puisque, encore une fois, on a des consommateurs de plus en plus exigeants, de moins en moins dupes. Donc, à partir du moment où on n'a déjà pas cet alignement, on les perd. Et puis, bien sûr, ce que l'on veut transmettre, le désir de transmission de la marque. C'est le cas aussi en tant qu'humain. C'est vraiment le lien entre ce que l'on est, ce qu'on fait et derrière ce qu'on souhaite transmettre. La question aujourd'hui, et c'est hyper intéressant, c'est qu'à une certaine époque, la question était plutôt qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quel sens je vais donner à ma vie? Aujourd'hui, elle est beaucoup plus existentielle, mais du coup beaucoup plus lourde aussi à porter. C'est plutôt à quoi je vais servir dans le monde, à quoi ma vie va servir, quel sens moi j'ai dans le monde. Et c'est beaucoup plus lourd de conséquences, c'est beaucoup plus angoissant aussi. On va le voir ensuite pour les jeunes générations. Mais aujourd'hui, le sens, il a cette interprétation. C'est de l'alignement, de la quête, de l'aspiration, des valeurs, une vision, un fil rouge, un cap. On parle plutôt de sens, nous, ici, dans ces termes-là. Et on l'a vu, cet alignement devient maintenant une façon de s'exprimer, devient un peu un must-have pour être bien dans sa peau, pour être épanoui. C'est vraiment être en accord avec soi-même, cet alignement entre identité personnelle, action concrète. C'est un indicateur de bien-être, c'est un repère aussi. Est-ce que je suis bien en phase avec moi-même? Est-ce que ça a du sens? Oui, alors du coup, c'est bon, j'y vais, je me sens bien, etc. C'est hyper lourd à porter, on le disait, pour les jeunes générations. Parce que c'est la seule boussole qu'on a. À l'époque, le sens, et je spoil un peu ce que je vais dire, mais il y a un certain temps, le sens était beaucoup plus tangible dans la construction d'un foyer, dans une réussite professionnelle, beaucoup plus de preuves tangibles. Aujourd'hui, c'est une sorte de boussole intérieure. On est vite, du coup, perdu parce qu'on a très peu de repères tangibles. C'est vraiment une question de conviction et de valeur. On en a besoin parce que le monde est très instable, les actualités très angoissantes. Donc, on a besoin de se dire est-ce que moi je suis en phase avec moi-même? Mais on a quand même peu de repères tangibles. Et c'est ce qui fait aussi que toute la Gen Z va se sentir complètement perdue. Parce que ce n'est pas toujours facile à un certain âge de trouver sa boussole intérieure. Ça peut prendre des années et des années, voire ne jamais arriver. Et on voit que les chiffres, et vous le savez sûrement très bien, en termes de santé mentale, sont assez déments. Ici, j'en ai mis un seul, qui est qu'un jeune sur deux se dit affecté par un sentiment d'absurdité ou de vide dans la société actuelle. C'est aussi très lié finalement à cette recherche de sens qui va être un repère, mais qui va être aussi très lourd
apporter, puisque c'est un sens beaucoup plus existentiel et qui du coup est plus angoissant quand on ne le trouve pas et génère du coup de la dépression, etc. Donc c'est un phare dans la nuit, mais si on ne le trouve pas, on est complètement perdu. C'est un peu le principe. Le sens devient un repère identitaire, un ancrage psychologique dans un monde fragmenté. Et ce sens-là est une réponse qui varie selon l'âge, selon les repères, selon les urgences vécues, selon le contexte de situation, etc. Et c'est là où je vais rentrer un peu plus dans le détail des cibles, en espérant ne pas vous perdre. Alors, j'ai fait des grandes catégories et je m'en excuse, moi je suis plutôt partisane des ciblages beaucoup plus fins, notamment comportemental, sur l'attitude. Là, il n'y a rien qui rentre en compte, pas de CSP, pas de genre, etc. Uniquement des grandes catégories générationnelles. Je l'ai fait parce qu'après, on rentre dans un multiverse vraiment compliqué pour 9h15. Mais déjà, je trouve que ça vous donne une bonne vision, et puis après, on peut rentrer dans le détail, bien sûr, mais une bonne vision de l'interprétation du sens, de sa signification pour chaque génération. Sur la génération Boomers, Gen X, on a un sens beaucoup plus pragmatique. C'est ce que j'évoquais en disant qu'on a des repères beaucoup plus tangibles. On va être dans la construction de sa vie et aussi dans la transmission d'un sens pour les autres. Les millennials, on va être sur un sens qu'on dit plus éthique et on parle vraiment d'alignement entre les valeurs, notamment valeurs professionnelles, personnelles. Et c'est un sens qui va être moins lourd quand même à porter. On parle plutôt d'épanouissement personnel. Par contre, la Gen Z, et c'est là où on vient dans des choses un peu plus lourdes, c'est réellement un sens existentiel. C'est une recherche de sens beaucoup plus radicale, une vraie utilité au monde et qui peut du coup générer aussi de l'angoisse assez importante. Je vous ai mis un petit exemple sur les boomers de cet épanouissement par la construction. On a notamment Jean Viard, qui est sociologue, qui évoquait que la valeur de soi pour les baby boomers et la Gen X passait par une profession stable, une reconnaissance statutaire et une forme de loyauté vis-à-vis de l'entreprise. Je trouve ça assez intéressant de voir que le sens était aussi le fait de rester en lien longtemps, de rester loyal, et c'est ça qui faisait du sens à l'époque. Plus de 70% des personnes nées avant 1965 déclaraient que la stabilité est une condition pour se sentir épanoui. Donc, on était beaucoup moins sur un épanouissement un peu libertaire, beaucoup plus sur une construction rassurante et stable. Et je vous ai mis un exemple de publicité qui date des années 80-90 de Ford, où justement, une des récompenses de cet épanouissement par la construction était d'accéder à certains modèles de véhicules. C'était ça le rêve. Aujourd'hui, si on pose la question à la Gen Z, notamment de quels sont leurs rêves, alors il y a sûrement des rêves matériaux, mais on a beaucoup moins ce côté j'accède à un certain statut social et une certaine reconnaissance sociale, notamment avec des biens matériels. On va l'avoir encore avec des marques bien sûr tendance, mais c'est plutôt pour être trendy que pour se récompenser d'une vie qui a eu du sens et qu'on a construite. C'est moins une preuve de réussite. Donc, cet épanouissement, on l'a vu, beaucoup plus rattaché à la construction de la famille, de la maison, de la carrière, beaucoup plus durable et beaucoup plus stable, va migrer peu à peu pour les millennials et la Gen Z vers un épanouissement, un alignement, une connaissance de soi aussi plus approfondie. On remet en cause les valeurs et les modèles qu'on a hérités, mais du coup, ça nous fait aussi perdre un petit peu de repères. Et on est sur une vraie quête de vérité plus profonde, plus intérieure et une recherche de sens aussi en termes de cohérence. Et c'est aussi ce qu'exigent ces consommateurs-là des marques. On a 74% de la Gen Z qui jugent primordial que leur vie soit utile à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Donc, avoir du sens, c'est quelque chose qui devient aussi très ambitieux parce que, encore une fois, lourd à porter. Moi, je pense que je n'ai pas cette ambition dans la vie, même si j'aimerais, mais c'est quand même quelque chose d'assez grand et d'assez puissant. Ensuite, je vous ai fait 2 piliers pour regarder de façon un peu plus détaillée au prisme de ces générations. La partie professionnelle, quel est le sens professionnel que ces différentes générations recherchent, et la partie plus RSE, écologique et sociétale. Et puis, je vais après, je pense que j'en ai
5 minutes et après, je te passe la parole. Donc, en termes de quête professionnelle, il y a un vrai sujet, hein, parce que le sens est beaucoup recherché dans les métiers qu'on exerce, dans la profession qu'on exerce. Pour les boomers, la Gen X, on l'a vu, hein, c'est une recherche de statut, d'ascension, de reconnaissance sociale. Il y a une vraie loyauté. Pour les millennials, c'est plutôt une recherche d'épanouissement, aussi d'autonomie, d'émancipation, et aussi d'avoir un impact au sein de son entreprise ou au sein de sa profession. Pour la Gen Z, encore une fois, on va être sur quelque chose de plus radical, de plus engagé. On va être sur des recherches professionnelles de métiers qui vont avoir des réelles missions, qui vont réellement contribuer à des projets porteurs de sens, donc très engageants. Je vais un petit peu plus dans le détail. C'est vraiment à partir de la génération des millennials qu'il y a eu cette impulsion de quête professionnelle. Et d'ailleurs, c'est dans ces années-là, en tout cas quand les millennials ont commencé à avoir 30 ans, qu'on a commencé à avoir des plus grosses vagues de reconversion, de reformation, etc. On le voit, 92% des millennials estiment qu'un sens dans le travail est essentiel à leur satisfaction professionnelle. Donc, cette recherche de sens devient essentielle pour eux. Là où, chez les boomers et la Gen X, bien sûr, il y avait probablement une recherche d'épanouissement aussi professionnel, mais la loyauté vis-à-vis de l'entreprise, la construction, la stabilité primait sur cet épanouissement personnel et professionnel. Et on a plus de la moitié des millennials qui ont déjà envisagé de quitter leur poste par manque de sens. Donc, c'est quand même une quête qui devient assez vitale aussi pour eux dans leur exercice dans l'exercice de leur profession. Donc, c'est ce que j'ai évoqué, hein, sur un vrai désir d'alignement personnel et professionnel. Et puis, beaucoup plus radical chez la Gen Z, je vous ai mis aussi 2 exemples de campagnes dont on a un tout petit peu plus parlé. Beaucoup plus radical dans le sens où c'est pas j'envisage de quitter, j'aimerais bien avoir un sens entre les deux. Là, c'est bien plus engagé. On a 66% des jeunes actifs qui refuseraient un job dans une entreprise non éthique. Donc, on a besoin, au-delà d'être aligné avec nos propres valeurs, que l'entreprise ait une réelle mission, qu'elle contribue à quelque chose. Et sinon, on n'y va pas. 70% estiment que le mission statement et les valeurs de l'entreprise sont extrêmement importants dans le choix d'un employeur. Donc là, c'est pas tant moi, mes valeurs, est-ce qu'elles sont alignées avec ce que je suis en train de faire en termes de mission, est-ce que je me sens bien dans mon entreprise, mais plutôt, est-ce que mon entreprise est engagée suffisamment, est-ce qu'elle porte suffisamment haut des valeurs. On le voit, et puis on a aussi une position qui change, des rôles qui s'inversent. On le voit dans la campagne de recrutement Armani à Londres, où on est vraiment sur une recherche qui place le futur employé comme un talent qu'on recherche, comme un réel besoin, et plus comme un rôle inversé où c'est vous qui avez besoin de nous. Donc ça, c'est des choses déjà importantes pour la Gen Z. Et puis, je vous ai mis un exemple aussi de Canva qui ne communique pas en tant que tel sur son entreprise, sur les missions, dans sa façon de communiquer et de recruter, mais qui communique par contre sur ses missions de volontariat. Ils font des semaines de volontariat entières où ils proposent à leurs salariés justement d'aller faire des actions à impact sociétal notamment. Et c'est uniquement par ce biais-là qu'ils vont aller chercher des nouveaux talents et qu'ils vont aller recruter. Donc, c'est même plus sur des choses très tangibles. Bien sûr, derrière, hein, dans le processus de recrutement, il y a forcément des choses tangibles qui arrivent à un moment donné. Mais la première vitrine pour recruter, leur première communication marque employeur, c'est l'engagement de leur entreprise. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on arrive à capter l'attention de la Gen Z. Voilà, si je fais un pas vers justement des choses qui sont un peu plus RSE, donc l'impact écologique sociétal, on est sur une prise de conscience qui a commencé dès la génération Boomer Gen X et qui va vers quelque chose de beaucoup plus exigeant dans les attentes. Aujourd'hui, ce qu'on fait pour la planète est vu comme une expression de soi, donc ce qu'on a comme impact sociétal, écologique est vu comme une expression de soi. On cherche à ne pas nuire, mais au-delà de ça, on cherche même à réparer. Et ça, c'est aussi l'enjeu de la Gen Z qui est un peu alourdi par toutes ces considérations. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on ne peut pas dire qu'une génération est plus sensible aux enjeux.
c'est très différent en fonction des profils. Encore une fois, après, il y a une finesse de compréhension des audiences. Par contre, on peut dire que cette sensibilité-là, elle diffère quand même en termes d'interprétation. Chez les boomers et la Gen X, on est beaucoup plus sur un devoir de transmission aux générations suivantes, donc plutôt de protection en vue de ce qu'on va laisser aux générations, mais aussi de sensibilisation aux générations suivantes. Là où, chez les millennials, on a un début de consommation engagée, qui a commencé en tout cas avec cette génération des millennials, on est sur une consommation beaucoup plus éthique dans tous les secteurs. Et sur la Gen Z, encore une fois, on est sur quelque chose de plus militant, de plus radical, qui est vécu aussi avec une certaine angoisse, puisqu'on a beaucoup d'éco-anxiété et encore une fois, une exigence très forte vis-à-vis des marques. On demande un engagement assez fort vis-à-vis des marques. Je vous ai remis cette communication que je trouve hyper intéressante, qui s'adresse directement aux boomers et qui parle justement de défis, puisqu'en effet, cette génération-là a vécu énormément d'accélération, de défis, d'innovation. Et ici, on montre justement que le pendant, c'est aujourd'hui de réussir en termes de défis à faire revenir, à protéger. Donc, c'est la façon dont on s'adresse aux boomers quand on parle d'écologie. Et je trouvais aussi cette citation intéressante par rapport à ce qu'on évoquait sur cette interprétation un petit peu différente des communications RSE. Les boomers et la Gen X ont des perceptions similaires aux plus jeunes quant à la réalité du changement climatique, mais avec des émotions moins intenses, souvent liées au besoin de protéger les générations suivantes plutôt qu'à l'inquiétude personnelle. D'ailleurs, pour ça qu'il y a peu d'éco-anxiété chez les boomers, même chez les millennials, c'est beaucoup plus sur la Gen Z, puisqu'on sait aussi que c'est des choses qu'eux vont vivre pleinement. Au-delà de ça, les boomers transmettent, sensibilisent, consomment quand même de façon de plus en plus engagée. Les jeunes militent beaucoup plus à travers tous leurs choix de vie. Et ça, c'est intéressant de prendre en considération que la consommation au quotidien, tous leurs actes de consommation au quotidien, est une preuve pour eux de sens et d'engagement. Ce qu'ils mangent, toute la partie food, les marques qu'ils choisissent en food, le type de viande ou de pas viande, justement, qu'ils consomment, leur façon, leur régime alimentaire, ce qu'ils portent, en termes de vêtements, en termes de marques aussi, ce qu'ils achètent, là où ils vont en vacances, leur choix touristique, tout ça devient une preuve d'expression de soi et aussi du sens qui les anime. Ça devient une preuve un peu de leur boussole intérieure, c'est la façon dont ils l'expriment. Donc, ce n'est pas forcément sur tout, mais ça peut être sur une des parties, un des piliers, la food, le tourisme, etc. Le métier, bien sûr, choisi. Tout ça, ce sont des preuves. Et quand on communique, nous, c'est important de les avoir en tête parce que c'est aussi ça qui va faire transparaître le sens qui les anime aujourd'hui. Avec toujours ce paradoxe, bien sûr, de je veux montrer, je veux m'engager, je veux être militant, mais derrière, bien sûr, en pratique, il y a souvent des choses un peu incohérentes malgré tout, où on va manger au fast-food, mais on achète quand même en seconde main. Voilà, il y a toujours des paradoxes et c'est normal, on est humain. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils se reconnaissent dans des marques qui s'engagent et le fait d'acheter ces marques-là sont des preuves de leur valeur et de leur boussole intérieure, si je puis dire. Hop. Voilà, et donc bien sûr, ça, je vous ai mis quelques chiffres, mais il y a une vraie exigence auprès des marques. Et l'exigence n'est pas uniquement que sur les preuves, elle est sur un réel engagement. La Gen Z, par exemple, sur le secteur de l'emploi, va beaucoup plus se diriger vers des entreprises qui prouvent qu'elles agissent, qu'elles ont un impact, voire même, on le voit là, 79% des millennials et 77% de la Gen Z pensent que le gouvernement doit même contraindre les entreprises à agir sur le climat. Donc maintenant, ça devient... c'est pas un nice to have, c'est sympa, mon entreprise s'engage. C'est vraiment une exigence pour pouvoir faire confiance aux marques et pour pouvoir potentiellement aller travailler au sein de ces entreprises. Je vous ai mis 2 exemples, notamment de communication EDF ici. Voilà, j'ai quasiment fini. Le point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un point de rencontre conversationnel et émotionnel où on parle beaucoup de ses propres valeurs. On parlait d'expression de cette boussole, un peu de sens, cette boussole intérieure. C'est très exprimé sur les réseaux sociaux, pareil, de la bonne façon, pas toujours de la bonne façon, mais en tout cas, c'est un endroit d'expression et c'est un endroit aussi où les marques peuvent montrer, du coup, quels sont leurs engagements,
quel est le sens qu'elles portent pour les consommateurs. On voit qu'un jeune sur deux sur les réseaux suit des créateurs pour leur position éthique et sociale. Donc, ils ont besoin, ils recherchent justement des choses qui font du sens pour eux. C'est vraiment une recherche chez eux sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, il y a un refus du vide. Plus les marques, plus les influenceurs vont avoir des déclarations d'intention qui n'ont pas de substance derrière, plus ils vont perdre en crédibilité. Ça, on l'a vu. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne cherchent pas du divertissement. Hein. Mais par contre, à partir du moment où on rentre dans des choses un peu plus engageantes, il faut derrière qu'il y ait la substance, il faut derrière qu'il y ait des vrais messages. Voilà, donc on est sur des réseaux qui sont devenus des miroirs de valeur, tant pour les marques que pour les socionautes. Et nous, ce qui nous anime et ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher à comprendre quel est le sens justement de vos différentes audiences. Là, je l'ai montré en génération de façon très brute, mais l'idée, nous, c'est d'aller de façon beaucoup plus fine, comprendre ces audiences, comprendre les différents sens qui les animent, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, et trouver une mission de marque qui résonne justement vis-à-vis de ces différentes boussoles intérieures et de réussir à gagner plus que l'engagement, mais réellement de l'adhésion. Je vais laisser la parole à ma collègue, justement sur les réseaux sociaux. Est-ce que sur cette partie-là du sens de façon un peu plus psychosociologique, vous avez des questions? On va vous laisser une petite minute, voir s'il y a des questions dans le chat. Et puis sinon, c'est que j'ai été soit pas intéressante, soit extrêmement claire. Extrêmement claire. Et donc, on passera à la suite. Bon. J'ai l'impression que personne ne tape, donc je pense qu'il n'y a pas de questions. Tu peux enchaîner. Let's go. Donc, l'idée de cette petite heure aujourd'hui, c'était de revoir un petit peu la manière dont les annonceurs s'expriment sur les réseaux sociaux. Et le titre de ce webinaire, c'est remettre les réseaux sociaux dans le bon sens. Effectivement, pour nous, c'est important de faire ça. Et ça passe par plusieurs étapes. La première, c'était de comprendre vraiment ce que c'était avec une vision quand même assez en hauteur de ce qu'est le sens. On pourrait en parler pendant des heures, surtout Anaïs qui est passionnée. Mais comme ça, vous avez déjà quelques petites grilles de lecture qui vous permettent de savoir ce qui pourrait potentiellement intéresser votre audience. Cette question du sens, elle est hyper importante pour nous. Et finalement, quand Anaïs décrit la quête de soi sur les millennials, moi, je me reconnais à 100% dedans, puisqu'on a voulu créer Dopamine. Avec Dopamine, plutôt, on a voulu créer une agence qui changeait un peu les codes établis des réseaux sociaux et qui permettait de ne pas participer à tout ce bruit ambiant. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont très décriés. On leur impute des conséquences négatives cognitives, sociales, écologiques aussi maintenant. Et donc, c'est un univers qui était très cool avant et qui devient de plus en plus gris. Et pourtant, les réseaux sociaux, c'est un super moyen de communication et un outil fabuleux. Et donc, ce qu'on se disait, c'est que nous, aujourd'hui, dans notre travail, on n'a plus envie de participer à ce bruit-là et on a envie de faire quelque chose de mieux. Et donc, c'est dans cette quête aussi d'alignement personnel et professionnel qu'on a créé Dopamine. Et Dopamine a vraiment pour vocation d'accompagner les annonceurs dans cette reprise du pouvoir de leur communication. Et ce qu'on veut dire par reprendre le pouvoir de leur communication, c'est qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de marques qui sont sur les réseaux sociaux sans vraiment savoir pourquoi elles y sont. Soit c'est parce que c'est imposé par un directoire qui, en général, un peu plus âgé, ne sait encore moins pourquoi il faut y être. Soit c'est parce que les concurrents y sont et on se dit on va perdre une part de marché. Enfin, c'est souvent pour des raisons qui sont un peu floues. Et donc, le contenu après qui est créé n'est pas forcément en adéquation avec ce que les gens attendent. Et donc, reprendre le pouvoir de sa communication sur les réseaux sociaux, c'est pouvoir savoir pourquoi on fait les choses. Il y a deux mots qu'on adore chez Dopamine. Le premier, c'est sens, évidemment. Le deuxième, c'est pourquoi. Vous allez le voir après. Et c'est vraiment pouvoir être conscient de ce qu'on fait et du coup, donner beaucoup plus de substance aux actions qui sont menées. Et pour finir sur cette slide, le pouvoir de la communication aussi pour les annonceurs, c'est plus pour certains parfois se sentir assujettis par les algorithmes à se dire il faut absolument faire tel format et donc valoriser la forme au détriment du fond. Le social media est un canal sur lequel on peut vraiment dire beaucoup de choses, des choses qui ont l'air un peu boring avec une forme sympa, mais il ne faut pas que le fond ne serve plus à rien, au contraire.
Et donc, nous, dans cette recherche de remettre aussi de l'intelligence collective sur le social media, on veut redonner la part belle au fond, se servir de la forme comme un cheval de Troie, mais pouvoir aussi redire des choses qui sont importantes et pas simplement rajouter un énième Reels en stop motion de je ne sais quoi, avec des perfs sympas, mais en réalité qui ne va pas servir à grand-chose. Et donc, c'est dans cet état d'esprit, avec cette belle énergie de changer le monde, que nous avons créé Dopamine. On a fait un constat également, quand on a créé Dopamine, c'est que les réseaux sociaux, il y a 5, voire 10 ans, étaient un terrain de jeu hyper chouette pour les marques, pour se connecter à leurs audiences, échanger, les comprendre. Il y avait une très forte réciprocité. On suivait beaucoup de pages de marques à l'époque, il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous, annonceurs, vous devez le remarquer de votre côté, c'est beaucoup plus compliqué de recruter des abonnés sur vos différents réseaux. Les réseaux historiques, c'est très, très difficile. Il y a des nouveaux réseaux comme TikTok où, comme c'est l'ère de la nouveauté, c'est un peu moins compliqué, mais on se rend compte quand même que la manière dont on appréhende les réseaux sociaux en tant que consommateur a changé. Et aujourd'hui, la discussion et la connexion entre les marques et les socionautes semble beaucoup plus rompue qu'avant. Les marques sont sur les réseaux sociaux pour parler d'elles. Elles sont peut-être un peu trop autocentrées. Elles ont envie d'informer, de donner des informations sur leurs produits, etc., avoir aussi une logique commerciale. Mais donc, elles sont vraiment tournées vers elles-mêmes, alors que les socionautes, ils sont sursollicités par les marques déjà sur les réseaux, ils sont sursaturés de publicité et ils n'ont pas forcément envie de voir des marques, ils y sont pour se divertir, remplir un temps mort, discuter avec leurs amis. Il y a beaucoup de conversations qui se passent sur le social media. Et ils sont dans un état d'esprit qui n'est pas d'avoir un message de marque. Et donc, aujourd'hui, on observe que cette relation, cette connexion qu'on avait il y a quelques années est rompue. Et on est assez convaincu qu'il y a une manière de raccrocher un peu les wagons et de réaligner les fréquences, c'est en trouvant des contenus et en proposant des choses qui résonnent chez l'un comme chez l'autre. Et l'ingrédient magique pour créer cette écho-là, vous vous en doutez, c'est le sens, justement. Et le sens, ça peut être à plusieurs niveaux. Et comme le dit Anaïs, c'est très important de se dire que le sens n'est pas forcément quelque chose de RSE. Avoir une approche sensée, où nous, quand on en parle en tout cas, on ne pense pas qu'à des actes engagés sur la société, écologie, etc. Le sens peut être trouvé sur des marques. Alors, je ne vous garantis pas que sur Temu, on puisse trouver du sens, mais le sens peut être trouvé sur, normalement, beaucoup de marques, et pas uniquement des marques qui sont des marques à mission. Et c'est important de se dire ça, parce qu'on pourrait se dire, oui, bon, bah, moi, je suis une marque qui n'est pas une marque à mission, donc sur les réseaux sociaux, je fais un peu ce qui est trendy aujourd'hui, c'est tout. Mais non, on peut apporter beaucoup plus de profondeur, même quand on n'est pas une marque à mission. Donc pour nous, évidemment, cet ingrédient magique, c'est le sens, et c'est la petite graine qu'on place au centre de toutes nos réflexions ensuite sur les annonceurs. Le sens, c'est important, et on se rend compte, comme le disait Anaïs aussi, qu'on est de plus en plus en recherche de ça. Je vous ai mis un chiffre ici, plus de la moitié des consommateurs sont plus susceptibles de partager un contenu qui provient d'une marque qui a du sens. Alors là encore, il faudrait, si on voulait être extrêmement rigoureux, qu'on mette la bonne définition derrière le qui a du sens de l'étude d'Edelman. Mais en tout cas, on voit que quand il y a cet écho et cet alignement avec nos valeurs, ça nous touche, on adhère et on a envie de partager du contenu. Et ce partage, il est hyper important, parce que finalement, c'est ce qui cristallise la notion de réseaux sociaux, où on est dans une quête de viralité et de pouvoir amplifier les contenus et leur donner davantage de vie. Sinon, c'est uniquement de la publicité et on fait un contenu, de l'amplification et c'est tout. Nous, dans cette logique social media qui est un petit peu plus organique quand même, on a envie qu'il y ait quelque chose de naturel, donc de viral, qui se crée. Et le partage, c'est un des marqueurs d'engagement qu'on vient chercher. Et sur les réseaux sociaux, on est sur cette quête d'engagement-là. Et ce qu'on a fait quand on a créé Dopamine et qu'on a réfléchi à notre méthode et aussi à essayer d'avoir des preuves de ce qu'on avance, c'était de se dire, OK,
L'engagement, c'est le KPI phare qu'on étudie quand on est en agence social média avec le taux d'engagement. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre? Et on s'est rendu compte que l'adhésion était aussi intéressant. Là où l'engagement est plus superficiel finalement parce qu'il est ponctuel, l'adhésion, elle, est plus profonde et durable. Elle est durable parce que elle est le résultat d'un intérêt sincère et d'une vraie identification. Là encore, comme le disait Anaïs, on est en recherche de quelque chose qui nous touche et ça sera peut-être le troisième mot, alignement, de notre alignement de nos chakras intérieurs. Qui est beaucoup plus simple, enfin qui est assez évident avec l'adhésion, là où sur l'engagement, finalement, comme c'est plus ponctuel, on est dans une réaction émotionnelle et puis après, on passe vite à autre chose. Et d'ailleurs, souvent, en conférence ou avec des clients, je leur demande quels sont les 5 derniers contenus Instagram que vous avez likés. On ne se souvient pas des 5 derniers parce qu'on like sans s'en rendre compte, en fait. On a un réflexe de pouce, le pouce frénétique qui like, mais finalement, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et donc, ça montre aussi que le like n'est plus le critère principal sur lequel il faut s'attacher. Parce que justement, on est dans cette réaction émotionnelle qui ensuite est balayée par une autre, surtout sur les réseaux sociaux où on a un scroll à l'infini et on a toujours un message qui vient en chasser un autre. Donc forcément, on est saturé au niveau réaction émotionnelle. Et l'engagement, ça transforme aussi les socionautes en relais. Donc, ce qui est hyper intéressant et qui est même au cœur de ce principe de viralité. Là où l'adhésion, on trouve ça quand même un peu plus pertinent puisque au-delà du relais, transforme les socionautes en ambassadeurs. Et ambassadeurs, c'est le cran d'au-dessus. Toutes les marques cherchent à avoir des clients qui deviennent des ambassadeurs parce que finalement, ils n'ont plus autant d'investissement de pub ou de com à faire. La magie prend toute seule une fois qu'on est convaincu et qu'on va convaincre les autres avec cette logique d'ambassadorat. L'adhésion ici, finalement, quand on la met au regard de l'engagement, on se demande si ce n'est pas un KPI qui est un peu plus intéressant à regarder. Et donc, on a pour philosophie chez Dopamine qu'engager, c'est bien et c'est indispensable, mais faire adhérer, finalement, c'est mieux. Et dans notre méthode de travail, on a voulu développer ce nouveau KPI propriétaire qui est le taux d'adhésion, qui est sur un calcul qu'on présente aussi à nos clients sur des reportings. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose de tangible, mais qui se mesure un peu plus sur la durée. Là où l'engagement, on est comme on est sur de la réaction émotionnelle, ça peut être très instantané. L'adhésion, ça prend un petit peu plus de temps à travailler. Donc, c'est sur une stratégie qui est un petit peu plus longue. Cette adhésion-là, elle est pour nous hyper importante et elle doit servir 3 acteurs. Le premier, c'est l'algorithme, parce qu'une marque sur les réseaux sociaux, il faut qu'elle flatte quand même l'algorithme, jouer le jeu de la plateforme, maîtriser la grammaire, faire les formats qu'il faut du moment, etc. Donc là, c'est plutôt une question de forme. En tout cas, on ne peut pas se mettre l'algorithme à dos parce que sinon, ça ne sert à rien d'être là. Donc évidemment qu'il faut satisfaire l'algorithme. En fait, l'idée, c'est de se dire qu'une fois que l'algorithme est satisfait, on lui a donné son os à ranger et nous, on peut faire ce qu'on veut de notre côté. Donc, le premier acteur, c'est celui-ci. Et les 2 autres sont les consommateurs ou socionautes et aussi de servir la marque parce qu'il faut que chaque contenu qui soit produit puisse avoir un intérêt pour les deux jambes. Aussi bien l'annonceur, il faut que ça lui apporte quelque chose, que ça crée de la valeur pour lui, que pour les consommateurs. Et donc, cette logique-là de servir la marque et les consos, c'est ce que nous, on travaille donc, de concert avec Anaïs quand on a un brief entrant sur un format qu'on a appelé l'audit du pourquoi qui permet de confronter les objectifs du client avec la réalité. Donc là, on enlève notre casquette où il y a écrit Sense Forever, on met notre autre casquette où il y a écrit pourquoi, comme un enfant de 5 ans qui pose toujours des questions du pourquoi. Et le but, c'est de pousser un peu finalement l'annonceur dans ses retranchements quand on en est à cette phase-là, pour vraiment essayer de comprendre pourquoi les choses sont faites, dans quel but. Et on se rend compte que souvent, au bout de 3-4 pourquoi, en fait, on arrive au maximum de l'exercice. Et c'est ça qui est intéressant aussi pour nous après, c'est de pouvoir apporter des réponses. Donc, cette grosse interrogation du pourquoi, d'abord, on la pose aux marques. Donc, il y a vous, les annonceurs. Parce que pour donner du sens, il faut se comprendre soi-même déjà. Donc, quel est le discriminant, quelle est la proposition de valeur?
Ça, c'est une des grosses interrogations. Ensuite, pourquoi les réseaux sociaux ? Pourquoi vous y êtes? Pourquoi cette audience? Pourquoi vous pensez que les gens vous suivraient? Pourquoi ces KPIs-là? Ça, c'est la première interrogation du pourquoi. Cette audit du pourquoi, c'est la première pierre sur un travail de réflexion stratégique. Là, on va en parler très rapidement sur quelques slides, mais pour nous, c'est vraiment l'outil clé qui est indispensable. Et donc, c'est un travail qui est fait au début de chaque collaboration qui ensuite débouche sur des lignes éditoriales et des contenus. Donc, en fait, c'est vraiment la pierre angulaire. Si on n'a pas ça pour trouver la raison d'être, on n'a rien. Et donc, c'est un projet de réflexion qui, dans notre accompagnement, prend beaucoup de temps. Et souvent, les annonceurs aiment bien cette partie-là parce que ça se fait à 4 mains, en fait, ou à même 6 ou 8 en fonction des personnes qui sont là. L'idée, c'est de se réunir autour de la table et d'en parler tous ensemble. Et donc, il y a 3 questions fondamentales. Qu'est-ce qu'attend la marque sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'attendent les gens de cette marque sur les réseaux sociaux? Donc, c'est aussi une question à laquelle on répond. Et qu'est-ce qu'attendent les gens tout court? Pas que de la marque et pas que sur les réseaux sociaux. Et ça recroise aussi ce que vous avez vu sur la première partie avec Anaïs. Et pour travailler tout ça, on a des outils évidemment qui nous servent tous les jours. Donc, on travaille avec Kantar, Tokoker ou d'autres qui nous permettent d'avoir des informations sociodémo, des comportements d'achat, des centres d'intérêt, de la consommation digitale, des perceptions de marque, du sentiment, du social listening. Donc, c'est vraiment avoir la vision la plus empirique et la plus concrète possible sur ces 3 questions-là. Une fois que je vous fais un petit schéma, on se pose cette question, la marque a-t-elle des attentes réalistes? Il y a 2 possibilités, soit c'est non, là on s'en parle avec Anaïs et on se dit ok, ça va pas, les attentes ne sont pas du tout réalistes, il faut qu'on puisse challenger l'objectif avec le client, et donc là on se réunit encore autour de la table et on le challenge ensemble. Et en réalité, c'est le plus intéressant parce que je pense que pour vous, annonceurs, savoir ou redécouvrir pourquoi on fait les choses, c'est le mieux. C'est ce qui nous coupe de notre absurdité. Donc, on veut toujours savoir pourquoi on fait les choses. Et puis, une fois qu'on le sait, c'est beaucoup plus facile aussi à défendre sur des problématiques budgétaires ou même de recrutement en interne ou autre. En tout cas, vraiment faire ça en pleine conscience, comme on dit maintenant. Et si les attentes sont réalistes, alors là, le sujet, c'est de réaligner les enjeux de la communauté avec le discours de marque. Et donc, dans ces 2 cas, la finalité est d'identifier la raison d'être de la marque, comme le disait tout à l'heure Anaïs, sur les réseaux sociaux, au-delà d'un objectif commercial. Les marques utilisent les réseaux sociaux pour vendre. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien, donc ça serait vraiment dommage de se couper de ce pan-là. Mais on ne peut pas être que dans une logique commerciale sur le social media parce que, comme vous l'avez vu précédemment, les socionautes attendent des choses des marques. Et donc, l'idée est de savoir ce que l'audience pense avec tous nos outils-là, quelles sont les tendances de société, est-ce qu'il y a des sujets de fond qui sont intéressants à traiter ou qui sont déjà traités partiellement par les concurrents ou alors qui sont même préemptés par d'autres marques, c'est possible. Comme par exemple, je pense à Dove, qui aujourd'hui, ça fait de nombreuses années qui communique sur l'acceptation de soi. Donc voilà, des sujets qui sont quand même des sujets hyper fondateurs aujourd'hui sur nos préoccupations des années 2020 et qui, à mon avis, de toute façon, vont continuer à l'être. Et une fois qu'on a trouvé cette raison d'être, l'idée, c'est de la décliner, du coup, en ligne éditoriale. Donc, une ligne éditoriale qui qui va évidemment se retrouver sur tout l'écosystème social media, mais idéalement sur l'écosystème digital aussi, ce qui ne rentre pas forcément dans notre champ d'action à nous, mais on est force de proposition dessus. Faut que ça puisse aussi raccrocher les wagons sur le discours de marque entre les réseaux sociaux et le site internet, par exemple, donc on puisse encapsuler tout ça sous cette ligne éditoriale digitale globale, ensuite très appliquée aux réseaux sociaux, et cette ligne édito a pour vocation de vivre à la fois sur des contenus social media, plus du format snap content régulier, ou sur des opérations spéciales avec des influenceurs ou des marques médias, ou même sur des opérations un peu plus conséquentes encore de brand content. On voit qu'on peut avoir plusieurs échelles
qui donne vie à cette raison d'être. Et je voulais dire quelque chose que je viens d'oublier. Cette raison d'être-là, en général, elle est croisée aussi avec la plateforme de marque qui existe déjà de votre côté, ou si elle n'existe pas dans l'accompagnement de Big Success, dont Dopamine et l'agence social media, il y a aussi un pôle planning stratégique avec Anaïs que vous connaissez par cœur maintenant, qui peut se charger de vous aider à trouver votre plateforme de marque. Mais l'idée, c'est vraiment en fait que tout ça soit le noyau dur de vos communications au global et que les réseaux sociaux ne soient plus simplement cette espèce d'antichambre un peu récréative. Alors, ça doit rester récréatif, on l'a vu, les socionautes sont là pour passer du bon temps, se divertir, et c'est déjà très dur aujourd'hui quand on ouvre les réseaux sociaux parce que quand on suit des médias ou même pas, on a quand même des contenus qui nous font part des informations avec tout le contexte géopolitique. Enfin, quand on ouvre les réseaux, aujourd'hui, on a déjà une petite casquette un peu de pluie sur la tête, je trouve. Donc, il ne faut pas oublier que l'idée première était d'apporter du divertissement et j'allais dire d'apporter de la joie, c'est peut-être un petit peu excessif, mais en tout cas de divertir les audiences. Donc, il faut rester divertissant, mais simplement pas du gratuit. Divertir pour divertir, il faut que ça vous serve vous et il faut que ça serve vos audiences. Et voici, nous avons fini pour ce webinaire-là. J'espère que ça vous a plu, que ça a suscité votre intérêt. Ce qu'on voulait faire aussi, avant que vous nous partagiez vos questions, si vous en avez, c'était justement tout ce travail de audit du pourquoi, qui est, comme je disais, un travail qu'on fait en début de collaboration qui est assez long et à titre indicatif qui est financièrement valorisé à 5 000 € de notre côté. Donc, c'est un montant assez conséquent parce que c'est un travail assez conséquent. Pouvoir en offrir un à une des entreprises connectées aujourd'hui qui aurait besoin d'avoir un accompagnement comme ça et qui pourrait aussi tester notre méthode gracieusement. Donc, ce que je vous propose, c'est en vous envoyant déjà en rééchangeant avec vous après sur LinkedIn ou par mail pour avoir vos feedbacks. Si vous êtes intéressé par l'audit du pourquoi, n'hésitez pas à me le dire. On aura sûrement beaucoup de personnes qui veulent bénéficier de ça. Donc, ça ne sera pas premier arrivé, premier servi. On regardera, nous aussi, de notre côté, après, quels sont les annonceurs pour lesquels c'est peut-être le plus utile. Mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse, c'est un travail vraiment passionnant. Et ça nous permettra aussi de nous rencontrer visuellement parce que là, nous sommes à sens unique et nous ne voyons que nos têtes qui sont fort fraîches pour un mercredi matin, mais on sera aussi très content de voir vos visages et vos sourires. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il reste 7 minutes avant l'heure fatidique des 10 heures. N'hésitez pas, on va rester quelques minutes encore connectés. Et puis sinon, Émilie, de toute façon, vous recontactera pour le replay et pour vous proposer, pour voir si vous êtes intéressé par ce fameux audit du pourquoi, qui est une méthode propriétaire qui se base aussi beaucoup sur des outils dont on a peu parlé, mais c'est vrai que la compréhension du sens et des audiences, on ne la fait pas au pifomètre, on va vraiment regarder les tendances, les outils, etc., pour définir ce qu'attendent les socionautes, entre social listening, audience profiling, etc. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ou pas. Dans ce cas-là, eh bien, n'hésitez pas à nous dire au revoir. Attends, Audrey est en train de taper. En attendant, on peut se regarder dans le blanc des yeux. Bon, merci beaucoup. Pas de questions, visiblement, que des merci et fin d'attention. On va attendre un tout petit peu. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Marine. Merci, Linda.
Oui, Véronique, comme je le disais, j'enverrai le replay en one-one. Donc, vous l'aurez. Mais simplement, ça ne sera pas tout de suite après. Et ce n'est pas un message automatique. Je l'enverrai à chaque personne pour avoir un petit feedback aussi. Mais pas de souci, il y aura un replay. Dans ce cas-là, je vous propose de terminer l'événement. Et nous vous souhaitons à tous une très bonne fin de semaine qui est à la moitié. Et Une très bonne rentrée, en tout cas. rentrée et un très bon mercredi. Et puis, au plaisir de rééchanger très prochainement avec vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir à tous.